Le 25 juin, dans l'usine BMW de Spartanburg, un robot à deux jambes plonge la main dans un bac de pièces posé en vrac. Il en ressort une, la pose dans l'ordre exact où l'ouvrier d'à côté ira la chercher. Ce geste-là, l'industrie le promet depuis 65 ans. Épisode BMW, Figure AI, le robot humanoïde en usine. Chapitre 1. Le même jour, deux chiffres qui se répondent. BMW change de robot sur sa ligne, pendant qu'une usine de robots accélère brutalement sa cadence, le même 25 juin. Ce 25 juin 2026, BMW annonce que Figure 03 quitte le statut de projet pilote pour devenir un outil de production. Le communiqué du groupe explique que ce nouveau robot reprend le poste que tenait son prédécesseur, Figure 02. Sur la même chaîne, à Spartanburg, en Caroline du Sud, pendant un an, celui-ci avait participé à la fabrication de plus de 30 000 véhicules du modèle X3, emportant des pièces de tôlerie dans l'atelier de carrosserie selon Automotive World. Le successeur, lui, change carrément de métier à l'intérieur de la même usine. Il ne porte plus une pièce d'un point à un autre, il trie plutôt des composants dans des bacs où rien n'est classé, avant de les déposer dans l'ordre précis où l'ouvrier de la ligne ira les saisir, geste après geste, toute la journée, selon Interesting Engineering et Humanoids Daily. Ce type de poste porte un nom dans le jargon industriel, le séquençage juste à temps. Une tâche qui exige de reconnaître une pièce parmi des dizaines de références possibles, et de la livrer dans le bon ordre, sans jamais interrompre le rythme de la chaîne qui tourne derrière. Le robot embarque désormais une charge sans fil, des capteurs tactiles au bout des doigts et des caméras logées dans les paumes. Deux organes que sa génération précédente n'avait pas. Le même jour, à des centaines de kilomètres de là, Figure AI fabrique justement ces robots. L'entreprise revendique une accélération spectaculaire de sa propre production dans une usine baptisée BotQ. Une usine de robots qui construit des robots à un rythme qu'aucun fabricant du secteur n'avait tenu jusqu'ici. Voilà le récit qu'on nous vend ce 25 juin, et il a de quoi impressionner un dirigeant industriel pressé. La presse économique rapproche d'ailleurs cette annonce d'un avertissement sur ses profits, publié par BMW à peu près au même moment. Comme si le constructeur cherchait, en pleine turbulence financière, une preuve visible qu'il investit dans l'avenir plutôt que dans le colmatage du présent. Mais il faut se méfier de la fraîcheur d'un récit, parce que celui-ci n'a rien de neuf. L'industrie promet ce moment précis depuis 65 ans. General Motors installe Unimate, le premier bras robotisé de l'histoire, sur une chaîne de production du New Jersey en 1961. La presse de l'époque annonce déjà l'usine sans ouvriers pour la décennie suivante. 39 ans plus tard, Honda présente Asimo, la vitrine technologique la plus soignée que l'industrie ait produite. Un robot capable de monter des escaliers et de serrer des mains devant des caméras du monde entier. Malgré ce succès médiatique, 26 ans se sont écoulés sans qu'Asimo tienne jamais un poste sur une chaîne de production, nulle part, pas même chez Honda. BMW n'est d'ailleurs pas seul sur ce pari cette année. Hyundai, propriétaire de Boston Dynamics, commence de son côté à déployer les premiers exemplaires de son robot Atlas électrique. Ce qui montre qu'un pan entier de l'industrie automobile mondiale teste, au même moment, la même hypothèse sur des chaînes différentes. Alors la question qui structure cet épisode n'est pas de savoir si le robot humanoïde impressionne, il impressionne, il l'a toujours fait. Elle est de savoir si ce 25 juin ressemble enfin à une bascule réelle, ou s'il n'est que le dernier étage d'une tour de démonstration qui, depuis 65 ans, ne débouche jamais sur l'usine entière. Chapitre 2. Le vieux refrain de 65 ans. Depuis Unimate jusqu'à Asimo, la même promesse revient sans jamais tenir la chaîne entière. Le rêve n'est pas né avec Figure AI et il faut remonter un peu pour comprendre pourquoi le scepticisme est justifié. Dans les années 1980, l'industrie américaine et japonaise traverse ce qu'on a appelé la fièvre du robot. Un afflux d'investissements dans l'automatisation d'usines porté par la conviction que la main-d'œuvre humaine allait devenir accessoire en une décennie. Des consultants publient des courbes qui projettent des usines vidées d'ouvriers avant l'an 2000. De leur côté, des constructeurs automobiles américains commandent des flottes de bras articulés pour rattraper le retard pris sur les usines japonaises. Le raisonnement qui sous-tend cette course tient en une phrase simple à l'époque : rattraper par la machine ce qu'on ne peut plus rattraper par le seul coût du travail. Le résultat de cette décennie, ce sont des bras robotisés qui soudent et qui peignent, très bien, sur des tâches répétées à l'identique des milliers de fois par jour. Rivés au sol, mécaniques jusqu'à l'os, ils restent incapables de la moindre improvisation devant un geste qu'on ne leur a pas montré d'avance. Aucun robot généraliste capable de remplacer un poste polyvalent n'en sort.
Honda relance ensuite le pari avec Asimo, 2 décennies après Unimate, après avoir testé en interne ses prédécesseurs P2 et P3. Des machines coûteuses à produire, pensées pour la démonstration publique plutôt que pour la chaîne de montage. Sony tente sa propre version au tout début des années 2000, un petit robot de compagnie baptisé Cryo, qui ne quittera jamais, lui non plus, le statut de curiosité de salon high-tech. Le point commun à chacun de ces échecs n'est pas le manque d'ambition, ni le manque de budget. Les 2 constructeurs concernés comptaient alors parmi les plus riches de la planète. C'est que chaque robot devait être programmé geste par geste, tâche par tâche, par des ingénieurs qui codaient à la main la trajectoire exacte de chaque mouvement, avant même que le robot ne pose un pied dans l'usine. Changer le bac de pièces ou changer simplement l'éclairage de l'atelier et la routine codée à la main casse net. Cette fragilité porte un nom dans l'histoire de la robotique, la malédiction du dernier centimètre, ce moment où la machine sait tout faire en théorie et rate la prise en pratique. Parce que le monde réel n'est jamais tout à fait celui qu'on a programmé la veille. Amazon elle-même illustre cette limite depuis plus d'une décennie dans ses propres entrepôts. Les robots qui y circulent déplacent des étagères entières vers un poste fixe, ils ne manipulent presque jamais l'objet lui-même. Précisément parce que la préhension fine reste, pendant longtemps, le point faible de la robotique classique. Le geste que revendique aujourd'hui Figure 03, plonger la main dans un bac en vrac, est exactement celui-là. Celui que l'industrie de l'entreposage a préféré éviter plutôt que résoudre pendant toutes ces années. Chaque nouvelle génération de robots vedettes a rejoué la même scène devant les caméras. Une démonstration parfaite sur un plateau préparé, suivie d'un silence de plusieurs années quand vient le moment de refaire le même geste ailleurs, dans une usine que personne n'a nettoyée pour l'occasion. Les investisseurs qui ont financé chacune de ces générations ont, à chaque fois, revu leurs attentes à la baisse une fois le plateau de démonstration démonté, sans que cela n'empêche la génération suivante de lever, à son tour, des sommes plus importantes que la précédente, sur la promesse que cette fois serait différente. Si Figure 03 devait lui aussi être codé bac par bac pour chaque nouvelle pièce à trier, l'histoire se répéterait une fois de plus, avec un logo différent sur la poitrine du robot. Chapitre 3. Ce qui a peut-être changé. Le robot n'apprend plus une routine, il apprend un geste. Toute la nuance de l'épisode tient dans cette différence. Ce qui distingue Figure 03 de ses ancêtres tient dans une phrase que peu de communiqués prennent le temps d'expliquer. Une phrase qui porte pourtant tout le pari. Le robot n'exécute plus une routine écrite d'avance. Il a appris à reconnaître un geste à partir de milliers d'exemples filmés, à peu près comme un modèle de langage a appris à écrire à partir de milliers de textes, plutôt qu'à partir d'une grammaire codée à la main. Figure AI appelle ce système Helix, un modèle qui relie ce que la caméra du robot voit à ce que sa main doit faire, sans qu'un ingénieur ait besoin de coder la trajectoire exacte de chaque doigt pour chaque objet rencontré. C'est ce même principe qui permet, selon les communiqués de l'entreprise, à Figure 03 de plonger la main dans un bac où les pièces sont jetées sans ordre, en apparence chaotique, sans qu'aucun ingénieur n'ait rangé les pièces à l'avance pour l'occasion. Une situation qu'aucune routine codée à la main n'aurait jamais pu anticiper, faute de savoir d'avance dans quelle position tombera chaque pièce. Les exemples qui nourrissent cet apprentissage viennent, pour une bonne part, d'opérateurs humains équipés de capteurs, qui répètent le geste des centaines de fois pendant que le système enregistre chaque micro-mouvement de la main, avant de généraliser ce qu'il a vu à des pièces qu'il n'a jamais rencontrées. Les capteurs tactiles et les caméras palmaires ajoutés à cette génération complètent le dispositif. Ils permettent au robot de sentir une prise au moment du contact, plutôt que de la calculer entièrement en aveugle avant de bouger le bras. C'est exactement le sens du toucher qui manquait aux générations précédentes, condamné à deviner la texture et le poids d'un objet uniquement par la vue, une source d'erreur constante dès que la lumière change ou que l'objet réfléchit mal. Voilà la vraie rupture, et elle n'a rien de spectaculaire à l'œil nu. Elle se joue dans le code, pas dans le design du robot. Un modèle qui apprend un geste général se transporte, en théorie, d'un bac à l'autre, d'une usine à l'autre, sans qu'il faille réécrire une ligne de code à chaque nouvelle référence de pièce. Cette généralisation a toutefois ses limites propres. Un modèle entraîné sur des bacs de pièces automobiles ne sait pas nécessairement trier des produits alimentaires ou des colis fragiles, pas sans un nouveau cycle d'apprentissage, même s'il en a besoin de beaucoup moins qu'avant. La promesse n'est donc pas celle d'une intelligence générale immédiate, mais celle d'un apprentissage qui devient nettement moins coûteux à chaque nouvelle tâche. C'est exactement le saut que les grands modèles de langage ont fait avant lui, passer d'un programme écrit pour un cas précis à un système entraîné sur des exemples, un système capable de généraliser à un cas jamais rencontré pendant l'entraînement.
Boston Dynamics avec son robot Atlas et Tesla avec Optimus poursuivent au fond la même hypothèse par des chemins différents, ce qui suggère que l'industrie entière a changé de méthode au même moment, pas seulement Figure AI dans son coin. Cette bascule vers l'apprentissage par l'exemple plutôt que par la règle codée dépasse d'ailleurs la seule robotique industrielle. Elle traverse au même moment la vision par ordinateur et la conduite autonome, deux domaines qui ont connu la même transition ces dernières années. Reste à savoir si ce saut, réel sur le papier et démontré en laboratoire, tient la charge d'une usine automobile, une usine qui tourne 6 jours sur 7, avec des variations de lumière, de bruit et de cadence qu'aucun laboratoire ne reproduit fidèlement. Chapitre 4. Le chiffre qui doute. 55 robots par semaine, un objectif de 12 000 par an, l'écart raconte une autre histoire. Posons maintenant les chiffres, sans les habiller de storytelling. Figure AI revendique mi-2026 une cadence de production nettement accélérée à son usine BotQ, environ 55 unités par semaine contre 2 à 3 seulement en tout début d'année. Une accélération que l'entreprise elle-même situe entre 18 et 28 fois selon la base de départ retenue, en moins de 120 jours. C'est un vrai progrès industriel, personne ne le conteste. Fabriquer un robot humanoïde à la chaîne reste un problème d'ingénierie redoutable. Mais l'entreprise annonce aussi, pour cette même ligne de production, une capacité visée de 12 000 humanoïdes par an, une fois la montée en cadence terminée. Pour tenir cet objectif toute l'année, il faudrait produire environ 231 robots chaque semaine. La calculette ne pardonne pas ce genre d'écart. 55 rapporté à 231, cela ne fait qu'un peu moins d'un quart du rythme. Le quart de ce qu'il faudrait déjà tenir aujourd'hui pour atteindre l'objectif que l'entreprise annonce elle-même. Un dirigeant industriel habitué au plan quinquennaux sait reconnaître ce type d'écart. Il ressemble à celui qu'affichait, à ses débuts, à peu près chaque usine de batteries électriques, celle qui promettait sa pleine capacité avant même d'avoir stabilisé sa première ligne de production. Et ce chiffre de production ne dit encore rien du travail que chaque robot accomplit une fois sorti d'usine et livré à un client. Chez BMW, après 1 an de pilote sur 30 000 véhicules avec la génération précédente, la tâche confiée à la nouvelle version reste un tri de pièces vers un chariot de livraison. Pas le montage complet d'un poste entier de la chaîne, ni la conduite autonome d'un chantier logistique du début à la fin. Comparez ce périmètre à celui d'un ouvrier polyvalent, capable de changer de poste dans la même journée selon les besoins de la ligne. Capable aussi de signaler une anomalie qu'aucun capteur n'a prévue. Et l'écart entre le récit vendu aux investisseurs et la tâche réellement automatisée aujourd'hui devient net. Un robot qui coûte cher à l'achat, à l'entretien et à la supervision technique ne devient rentable que s'il remplace un volume de travail suffisant. Or, trier des pièces vers un chariot est précisément le genre de tâche qu'un convoyeur mécanique classique sait déjà accomplir, bien moins coûteux dans une usine correctement organisée. Le marché mondial de la robotique pèse 38 milliards de dollars en 2026, en hausse de 34% sur un an, la plus forte progression depuis une décennie, selon The Robot Report. C'est un secteur qui grossit vite, porté par des annonces spectaculaires et des levées de fonds massives. Ce qui ne veut pas dire qu'il a déjà résolu le problème précis qui a fait échouer chaque génération de robots humanoïdes depuis 65 ans. Cette croissance se lit aussi dans les valorisations que le marché privé accorde aux fabricants eux-mêmes. Figure AI ayant déjà été valorisé, selon Tech Market Briefs, à hauteur d'environ 39 milliards de dollars, sur la base de ses derniers tours de financement privé, avant toute cotation en bourse. Une valeur de marché, pas une preuve de fiabilité industrielle. Encore faudrait-il pour cela avoir démontré qu'un seul de ces robots tient un poste complet et durable sur une chaîne extérieure à son propre laboratoire. C'est le signe d'un pari, pas d'une preuve. Et les deux se ressemblent beaucoup sur une feuille de calcul tant que le produit n'a pas encore tourné 1 an complet loin des projecteurs. Chapitre 5. La grille de lecture finale. 3 signaux à surveiller, pas un slogan. Voilà de quoi savoir si la chaîne a vraiment changé de siècle. Alors comment un dirigeant industriel doit-il lire ce 25 juin, une fois l'enthousiasme du communiqué retombé? Le signal qui compte vraiment n'est pas la cadence de production du fabricant de robots, c'est le taux de rejet à l'inspection finale, la part de robots qui tombent en panne ou se trompent de prise une fois placés sur la ligne réelle, loin des conditions parfaites d'un site de démonstration. Ni BMW ni Figure AI ne publient ce chiffre aujourd'hui, et ce silence, à lui seul, en dit déjà long sur l'état réel de la fiabilité. Vient ensuite une question plus difficile à mesurer, mais tout aussi révélatrice, celle de savoir si un même robot, sur un même site, change de tâche d'une semaine à l'autre sans reprogrammation lourde. Un robot qui trie toujours le même type de bac n'a encore rien prouvé sur sa polyvalence. Il a seulement prouvé sa capacité à répéter un geste appris une fois,
ce qu'un bras articulé classique sait déjà faire depuis les années 60. La généralisation hors du site pilote reste, elle, le test le plus dur à passer. Unimate et Asimo ont eux aussi impressionné sur un site unique, choisi avec soin et éclairé pour la démonstration, avec une équipe d'ingénieurs présente en permanence pour rattraper le moindre incident hors caméra. Ce qui a toujours manqué à chaque vague précédente, c'est le saut vers un deuxième site, puis un troisième, chacun avec son propre éclairage et ses propres fournisseurs de pièces, sans qu'aucune main humaine ne vienne corriger discrètement le robot en coulisses pendant que la caméra tourne ailleurs. Une dernière question mérite d'être posée sans détour, celle du contrat social qui accompagne ce déploiement. Parce qu'un robot qui trie des pièces occupe un poste qu'un intérimaire ou un jeune ouvrier tenait hier, et aucun des deux communiqués ne dit ce qu'il advient de la personne qui faisait ce travail avant l'arrivée du robot. Les conseils d'administration commencent tout juste, de leur côté, à examiner une question d'assurance. Celle de savoir qui répond financièrement le jour où un robot de 2 mètres de haut, chargé à pleine vitesse, blesse un collègue humain. Un travailleur posté juste à ses côtés, sur la même ligne. Les assureurs eux-mêmes peinent aujourd'hui à tarifer ce risque, faute d'historique suffisant, ce qui explique pourquoi certaines polices industrielles excluent encore purement et simplement les postes partagés entre humains et robots autonomes. Certains assureurs commencent tout de même à proposer des clauses spécifiques aux ateliers mixtes où humains et robots partagent le même poste. Mais ces polices restent rares et coûteuses, réservées aux plus grands groupes industriels capables de négocier des conditions sur mesure. Si Figure 03 tient à Spartanburg, puis dans une deuxième usine BMW sans qu'on en reparle comme d'un événement, simplement parce que ça marche et que ça ne fait plus la une, alors ce 25 juin aura été le vrai basculement, celui que 65 ans de tentatives n'avaient jamais atteint. S'il ne reste, dans 18 mois, qu'un cas d'école cité dans chaque conférence robotique sans jamais s'être répété ailleurs, l'histoire de 65 ans se sera simplement rejouée une fois de plus, avec un chiffre de production plus impressionnant en première ligne du communiqué de presse. La différence entre les deux scénarios ne se lira pas dans l'annonce de ce mois de juin, aussi habile soit-elle. Elle se lira dans le silence ou le bruit médiatique qui suivra ou qui ne suivra pas d'ici 1 an et demi. Vous écoutiez BMW, Figure AI, le robot humanoïde en usine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.